Je vais lancer à partir d'aujourd'hui une série dédiée au Scrum Bot. Alors, si vous ne connaissez pas le terme de Scrum Bot, quand vous voulez mettre en place Scrum, Scrum c'est un cadre et le but de Scrum, c'est que ce cadre fasse émerger les problèmes pour qu'on puisse les résoudre. C'est-à-dire, vous avez une structure d'entreprise, une organisation, vous posez Scrum entre guillemets, et Scrum fait émerger ces problèmes. Et vous allez à la source de ces problèmes, vous allez les résoudre, et après vous allez encore resserrer ce carcan pour faire émerger d'autres problèmes, pour les résoudre et pour s'améliorer. Un exemple, par exemple, il faut pouvoir livrer souvent. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une mise en prod la plus simple possible, voire de l'intégration continue, de la CI et de la CI, et donc des tests en continu. À l'opposé, ce qui arrive quand on met en place Scrum, c'est qu'on dit ouais, c'est bien ton Scrum, mais. Et là, on vous dit bon, grossièrement, on vous dit qu'il faut que Scrum s'adapte à la structure d'entreprise et non l'inverse. Et on peut tomber sur des Scrum bots qui sont carrément des choses farfelues, qui font hurler les Scrum Masters. Et c'est le but de cette série, c'est de vous expliquer quelques Scrum bots. Alors, un Scrum bot que j'ai vécu, c'est la question, c'est est-ce qu'on peut pas comparer les équipes avec la vélocité? Quand j'ai entendu ça, j'ai failli halluciner, mais bon. Alors, bah déjà, comparer les équipes avant de se poser la question de comment on pourrait comparer les équipes. La question la plus importante, c'est mais pourquoi est-ce qu'on veut comparer les équipes? Quel est le but final de ça? Alors, à part du flicage, personnellement, je vois pas l'intérêt. Et surtout, c'est que ça dénote une mauvaise connaissance de ce que sont des équipes de développement, je trouve. Je vais m'expliquer. Comparer les équipes. Bah déjà, les équipes elles peuvent être différentes de par l'expérience. Vous pouvez avoir une équipe par exemple de seniors, une équipe de juniors. Alors attention, parfois les juniors sont plus productifs que les seniors, hein. Ça veut rien dire, hein. Mais on va prendre un cas classique, vous avez des seniors devs, 5-10 ans d'expérience, très carrés, qui se forment tout le temps, et vous faites une deuxième équipe avec des juniors qui sortent de l'école. Forcément, les seniors vont être plus productifs, le niveau de bug sera plus faible, donc on ne peut pas comparer ce genre de choses. Vous pouvez aussi avoir deux équipes, par exemple une équipe qui va travailler sur le legacy et une équipe qui va travailler sur un nouveau stack. Par exemple, vous avez actuellement une application legacy et puis vous commencez à développer la nouvelle application. Et bien, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Et bien, au départ, c'est la première équipe qui va être la plus rapide, c'est-à-dire ça va être toujours l'équipe legacy. Pourquoi? Parce que la nouvelle équipe, elle, est en train de se former à de nouvelles technos, est en train de mettre en place un stack, donc pour l'instant, elle développe rien, mais en tout cas rien qui en théorie est bien construit, une architecture, mais qui pour l'instant n'apporte pas de valeur métier. Donc au départ, avantage à l'équipe A, mais après, avantage à l'équipe B. Donc faire une évaluation, une comparaison entre équipes, ça n'a pas de sens non plus. On peut aussi avoir des équipes qui sont dédiées en feature team. Alors j'aimerais beaucoup faire une vidéo, d'ailleurs je pense avec la prochaine vidéo, c'est pourquoi il faut avoir des feature teams. À mon avis, c'est parce que ça répond à un problème qui est très important, c'est le Scrum en multi-équipe. Avec des choses comme LESS, comme comment ça s'appelle, j'ai oublié. Enfin les frameworks de Agile multi-équipe et pourquoi c'est pas forcément la bonne solution. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On peut se retrouver avec des équipes, donc des équipes, des feature teams, c'est-à-dire des équipes qui sont dédiées à des thématiques. Par exemple, vous pouvez avoir une équipe qui va s'intéresser au légal et une équipe qui va faire par exemple que du marketing. Prenons un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, je ne peux pas trop vous donner d'exemple là, mais bon. Vous avez une équipe légale, par exemple, une équipe marketing, une équipe outillage, alors, ce qui est déjà, à mon avis, une erreur en agilité, mais bon, ça arrive. Et par exemple, une nouvelle équipe qui va s'intéresser au nouveau marché, par exemple, vous avez un site web et vous voulez déployer des applications mobiles. Eh bien, d'un point de vue productivité et d'un point de vue valeur, c'est pas du tout comparable. L'équipe légale, elle va souvent, en tout cas dans certains domaines, elle va souvent être dans le mur en termes de productivité. Pourquoi? Parce que le législateur va sortir une loi, va revenir dessus, la loi ne veut pas être claire, va falloir refaire le dev 3 fois. J'ai travaillé dans le monde des ERP. Par exemple, j'ai lancé un développement d'un module sur la pénibilité au travail. 15 jours, 3 semaines de dev, je crois, avec 2 développeurs.
À peine finalisé, ils avaient modifié la loi. Donc il a fallu refaire une partie du développement. Je travaille dans le monde actuellement de la paye, c'est pareil. On se retrouve avec des textes qui ne sont pas clairs, qui sont modifiés, et on est obligé de refaire les choses. Donc, prédictivité pas bonne, valeur très faible. Le légal, c'est de l'obligation. Vous êtes dans un ERP, par exemple, gérer la pénibilité au travail, ça ne nous apporte pas de valeur. Par contre, si vous êtes dans un ERP, avoir un module de marketing, ça apporte beaucoup de valeur et parfois, c'est pas forcément très compliqué. Vous voulez par exemple augmenter l'engagement client. Vous allez dire, tiens, tous les clients qui ne se sont pas connectés à notre plateforme depuis un certain temps, on va leur proposer, on va leur envoyer un email automatique, leur indiquant que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus et qu'on aimerait les revoir et qu'on a une proposition commerciale à leur offrir ou qu'on leur offre un livre blanc ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément des choses très compliquées par rapport au légal qui parfois est absolument imbuvable. Donc c'est des choses très simples et qui peuvent... Enfin, on peut faire des choses très compliquées aussi en marketing, on peut en parler un autre jour, mais on peut faire des choses très simples en marketing, par exemple du engagement client, mais qui ont une forte valeur. Donc ouais, on va bien qu'on est opposé. L'outillage, ça n'a aucune valeur d'un point de vue métier, et ça peut être simple ou compliqué. Et alors les nouveaux marchés, par exemple, vous avez vous voulez développer des applications mobiles, vous n'y connaissez strictement rien, vos technologies ne sont pas forcément adaptées. Si vous avez, par exemple, si vous êtes en React, vous avez React.js, bon c'est facile. Mais si vous êtes sur des technos qui ne le gèrent pas de base, il va falloir refaire tout un front. Peut-être que le front n'est pas découplé du back, vous n'êtes pas en headless, donc là, vous vous retrouvez avec des charges importantes pour faire pratiquement la même chose sur la mobile que sur le web, mais il va falloir tout exposer en REST, en GraphQL, apprendre de nouvelles technos. Donc, pour des fonctionnalités égales à celles du web, vous allez avoir des temps de développement au départ qui sont bien supérieurs. Donc, tout ça, c'est pas du tout comparable. Donc, vouloir comparer des équipes par rapport à de la vélocité, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a aussi le contexte. On l'a vu, là, on a nos équipes ici. À chaque équipe, par exemple, ils ont des devs. Donc si par exemple dans une équipe vous avez une démission, un désengagement de votre lead dev, eh bien forcément ça peut impacter. Alors c'est une autre question, on pourra en parler dans une vidéo, dans une équipe Scrum, est-ce qu'il faut des lead dev? Moi j'aurais tendance à dire non, mais je vous expliquerai pourquoi. Vous pouvez avoir dans une équipe un PO, une PO qui n'est pas fiable. Et forcément, ça on le voit, c'est que si au niveau PO c'est pas fiable, user story mal faite, critère d'acceptation absent ou anémique, un critère d'acceptation pour une user story, et bien ça forcément vous allez aller dans le mur. Vous allez devoir en faire plusieurs fois la même chose. Vous allez avoir des bugs qui ne sont pas vraiment des bugs, qui sont des développements qui ont été développés sans spécification. Donc ça ne vaut rien. Et ce que je remarque moi, c'est qu'il y a une obsession pour évaluer les développeurs. Alors on veut qu'ils donnent leur temps, on veut voir des notions de productivité, mais alors je trouve qu'on compare rarement les PO, c'est bizarre. Donc parfois, regardez un peu ce qui se passe au niveau des PO. Et puis aussi, on peut avoir des parties prenantes qui ne sont pas engagées, selon les features. Par exemple, vous avez une équipe orientée légale, une équipe orientée marketing. Peut-être que l'équipe orientée marketing aura des parties prenantes très engagées, qui vont créer de la valeur, et l'équipe légale va le faire parce qu'il faut le faire, ne va pas forcément s'engager. Ou ça peut être l'inverse d'ailleurs. Donc, tout ce contexte-là, il faut voir qu'un logiciel, un développement logiciel, ce n'est que l'amplification de l'expression d'un besoin. Si le besoin est mal exprimé, s'il n'y a pas de dynamique sur ce besoin, eh bien forcément vous allez produire quelque chose de mauvaise qualité, buggé, dans des mauvais temps, avec un manque de dynamisme. Et en conclusion, je dirais, je pense que vous connaissez ce proverbe, c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile ou l'idiot regarde le doigt. Bah, c'est un peu ça, il y a une obsession de la productivité des développeurs. Combien ils vont produire de features, combien ils vont produire de PBI, combien ils vont produire de user story. Mais il faut voir que ça, ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est de produire de la valeur, pas des développements. Donc qu'on se concentre sur la valeur produite et pas sur les développements. Il vaut mieux parfois prendre du temps pour développer une feature ou pas développer une feature, la faire en paramétrage et produire de la valeur, ou pas développer et faire autrement. Mais il faut arrêter d'être obsédé par cette production des développeurs et s'intéresser à la valeur. Alors c'est pour ça que pour moi, comparer des équipes de développement, ça n'a pas de sens. Et pour être un peu, même pas méchant, mais
Si certains passaient plus de temps à développer leurs leviers commerciaux et à moins s'occuper de la production des développeurs, je pense qu'on aura des produits de meilleure qualité, on aura des meilleures démarches, des dynamiques commerciales et marketing bien plus pertinentes. D'ailleurs, souvent, je vois bien qu'en marketing, le benchmark est absent. D'ailleurs, dans nos développements, j'ai jamais vu de user story ou justement qui permet de mesurer, par exemple, un taux d'engagement, un taux de transformation sur une feature. On dit oui, il faut faire ça parce que ça va se vendre, ça va développer. Moi, je demande à voir. Donc, j'aimerais qu'on ait des user stories de benchmark marketing et commerciaux. Donc, plutôt, occupez-vous de votre commercial et moins de la productivité des développeurs. Et ce qui m'intéresserait, je pourrais faire pas mal de vidéos là-dessus, c'est que vous me donniez vos pires Scrum bots, les pires choses qu'on vous a demandé en tant que Scrum Master ou chef de projet ou développeur, et je pourrais faire des vidéos là-dessus. Donc soit en commentaire YouTube, soit sur Twitter laurent tech, soit par mail laurent@laurentd.com.